On reste donc sur le Burkina Faso où on évoquait cette attaque djihadiste qui a fait au moins 30 morts dans l'est du pays. C'est l'attaque donc la plus meurtrière depuis que le pays fait face il y a 6 ans de cela au terrorisme il y a 6 ans de cela. Et on s'interroge toujours, pasteur Edo Komi, comme si finalement, fatalement, la solution n'était plus dans les mains, n'est pas dans les mains du Burkina. Non, non. Et c'est dommage. C'est dommage que vous signiez un accord et que l'autre partie ne respecte pas la clause. Mais on sait que dans tout ça, c'est le pillage systématique de nos intérêts. Si c'est ça, au moins, respecter. Ça, au moins, il respecte ça. On respecte le pillage, le pétrole. On convoite, la France convoite notre pétrole, et vous l'avez. Mais au moins quand, d'ailleurs, en le faisant au moins, ne pas susciter quand même des rebelles, ne pas susciter au moins des djihadistes. Puisqu'on sait que c'est qui arme. Comment ce n'est pas les mouvements djihadistes ne sont pas des États pour avoir droit aux équipements, aux accords équipements militaires. Qui les arme? Qui les équipe? C'est la question qu'on se pose. Et jusque-là, nos territoires sont toujours envahis par les attaques djihadistes, notamment le Sahel, et nous ne trouvons pas, on ne voit pas la France, les forces françaises agir pour pouvoir pousser les attaques djihadistes. Donc c'est comme s'il y a un code entre les mouvements djihadistes et les troupes françaises. En tout cas, je peux me tromper, mais que les gens, les gens me regardent. Hein? Je peux me tromper, mais j'avoue quand même que on tend vers ça. Puisqu'on ne voit pas la France agir, elle n'agit pas. On ne sait pas, c'est une force finalement. Quelle est la mission qui est dévolue à cette force? Faute de tampon? Faute d'occupation. C'est des fautes de tampon? Mais finalement, c'est des fautes d'occupation. Ouais. Et ça, les malheureux, les pauvres citoyens qui veulent aller au champ, qui veulent aller au marché, c'est eux qui paient les pots cassés. Et ça fait mal. Mon cœur, finalement, c'est vrai que les militaires français qui ont fait sortir leur tribune, la France est justement dans un véritable délitement. Alors, finalement, est-ce qu'il y a une solution à envisager? Parce que je me rappelle, au moment de la campagne, il y avait certains candidats qui ont fait campagne sur le fait qu'il fallait discuter avec les terroristes. Le président burkinabé demandait, mais on discute avec qui? Il n'y a personne qui est venu se présenter. C'est un mouvement acéphale et qui n'a même pas, qui souffre de revendications. C'est difficile. Avec des combats, des trucs asymétriques, avec des trucs, des combats asymétriques. Les vrais instigateurs, s'il faut discuter, il faut aller au Quai d'Orsay, il faut aller à l'Élysée surtout. À l'Élysée pour pouvoir discuter. On n'a pas le choix. Vous avez vu, le maréchal tchadien l'avait dit, a répondu à Ibeka. En ces termes, quand Ibeka lui disait que il revient aux Africains de trouver la solution, il a dit non. Non. En Libye, par exemple, la solution se trouve entre les mains de l'OTAN, qui a semé du désordre là-bas et qui n'a qu'à apporter l'ordre. Donc c'est valable pour tous ces mouvements islamiques là-bas, pour ces mouvements djihadistes là-bas. Vous savez, ces mouvements sont bien contrôlés. C'est des mouvements très, très, très bien contrôlés. Très bien contrôlés par l'Occident. Avec des mots d'ordre précis. Hein. Je vous ai dit que leur présence dans le désert est effective. C'est une présence effective. Avec des drones, avec des satellites, avec des surveillances de matériel militaire de tous ordres. Contrôle le territoire. Tout est contrôlé. Et donc, le flux et reflux est très bien contrôlé. Qui fait quoi, avec qui et pourquoi, tout le monde le sait. Et donc, on ne peut pas nous dire que c'est des mouvements spontanés. Spontanés, non, non, non. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non. Ce n'est pas des choses créées ex nihilo. C'est des mouvements organisés, bien organisés. Comme ça, par coup de tête, nous allons trouver des armes pour venir. Non, 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 ce n'est pas possible. L'Occident maîtrise très bien, je dis bien très bien, ces groupes et les envoie pour atteindre des objectifs précis. Maintenant, à défaut de tout, qu'on se tourne, que les dirigeants africains se tournent vers la France. Mais c'est un objectif, c'est que, ouais. Mais ils n'ont pas le choix. Ah, puisque là, la France maintient nos pays dans une servitude. Oui,
Ben, non seulement vous n'avez pas les moyens de vous doter de matériel militaire adéquat, mais on arme vos ennemis contre vous. Et il arrive parfois où ces mouvements sont plus équipés, sont plus armés que les armées régulières. C'est inadmissible. Oui, mais parce que c'est inadmissible, on ne peut pas continuer comme ça. Celui qui vend les armes, l'arme que cette puissance-là vend aux États, le sait très bien. Mais bien sûr. Par rapport aux armes, il sait que le contrôle des armes des djihadistes doivent être au-dessus des armes des États. Vous pensez que ces djihadistes qui disent que bon, ils sont abandonnés, ils sont affamés, c'est des laissés pour compte au niveau de l'État. Vous pensez qu'ils ont des millions ou bien des milliards pour pouvoir acheter des armes? C'est ça, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir acheter les armes. C'est vrai que des fois, ils vivent des territoires conquis, ils vivent des terres, des trucs des territoires conquis. Mais avec quoi? Eux, ils exploitent quoi? Il n'y a rien à exploiter. Ils n'exploitent rien. Pas grand-chose. Ils n'exploitent rien. Ils ne conquièrent pas des territoires pour installer des usines, des quoi, pour dire non. Ouais. Mais on les fait plutôt sécuriser des zones où on exploite des minerais. Oui. Ce qui veut dire que quoi? On crée de l'insécurité. Eux, ils créent de l'insécurité. Et ils protègent le lieu. Et au milieu, l'Occident profite pour extraire les ressources qui se trouvent là-bas. C'est ça la réalité. C'est ce que nous vivons. Hein? Et puis, à chaque fois, on veut envoyer des messages. On veut dire que, hey, attention, nous sommes là. Nous sommes toujours là. Vous devez compter avec nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous le disons maintenant, ben, les autorités sont obligées de se tourner vers la France. Ben, vous devez être là pour nous protéger. Bon, ils acceptent, ils arrivent sur le territoire, ils sont là, ils sont toujours là, ils exploitent vos ressources. C'est la question, jusqu'à quand? Vos ressources. La question, c'est jusqu'à quand? Mais c'est ça, c'est tout le problème. Où nos territoires vont être occupés par des mouvements djihadistes, et mais je le répète encore, tuant des civils. Des gens qui n'ont rien à faire. Et souvent ici, on leur reproche d'avoir informé, d'être ceux-là qui informent. C'est ça, je crois que c'est l'objectif. Ils informent l'État de la présence des mouvements des djihadistes et c'est pourquoi on les tue, on les assassine, et on crée de massacres. Est-ce que ces citoyens ont demandé ça, méritent ça? Au moins un peu d'humanisme. Hier, c'est l'assassinat systématique de nos dirigeants. Qu'un président ne soit pas d'accord avec une décision de l'Élysée, on l'élimine. Immédiatement, on l'élimine. On a vu avec Sylvanus Olympio, on a vu avec Thomas Sankara, on a vu avant cela avec Patrice Emery Lumumba, on a vu avec beaucoup d'autres présidents, avec Kadhafi. On les tue systématiquement. Maintenant que les chefs d'État africains ont pris conscience de la chose et ont dit ben, les coups d'État ne passent pas, donc on crée maintenant de l'insécurité dans nos États. De façon de l'insurrection. Vous serez obligé de composer avec eux. Vous refusez, ils créent des foyers de tension, des foyers de crise. Quelle alternative? Quelle alternative? Bon, je pense que les dirigeants, ils ont quand même des éminences grises autour d'eux. Ils doivent quand même trouver une solution. On ne peut pas vivre comme ça, là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Évoluons vers le second sujet, c'est la République démocratique du Congo. Se dirige-t-on vers la mise en place d'un état de siège en Ituri et au nord Kivu? En tout cas, dans un discours enregistré, le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a demandé à la population, à la classe politique et même aux médias de soutenir les efforts des forces de sécurité. Il a décidé de leur donner le pouvoir et de suspendre les autorités et la justice civile. Le tout officiellement pour mettre fin aux massacres qui sévissent dans ces deux provinces en conflit. On est ici, Pasteur Edo, dans une zone qui est en conflit depuis plusieurs années. Je me rappelle encore que le président Tshisekedi s'y était déplacé au tout début de son mandat. Il avait eu la phrase « Je donnerai ma vie pour le retour de la sécurité dans l'Est du Congo ». Depuis, pas grand-chose n'a bougé. Est-ce que c'est un état de siège qui est la solution miracle aujourd'hui? Que ces vœux soient exaucés. L'Ituri et le Nord Kivu, il y a toujours eu de massacres. C'est des gens qui n'ont jamais connu de paix. Et je dis, ces populations qui y vivent, je les apprécie. Parce que pendant longtemps, il y a eu que
il n'y a eu que de guerres, il n'y a eu que de massacres, il n'y a eu que de tueries à Nituri et au Nord Kivu. Et tous les chefs d'État qui sont passés, que ce soit Kabila Père, même au temps de Mobutu, Kabila Père, Kabila Fils, jusqu'à maintenant, c'est ce que nous sommes en train d'observer. Et il n'y a pas de la paix, l'instabilité, l'anarchie, et que sais-je encore. Maintenant, s'il faut un état de siège pour pouvoir ramener la paix dans cette partie riche, comme le reste de la terre, du territoire de la RDC, le géant de l'Afrique. Bon, il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut y mettre des moyens, comme nous le disions tout à l'heure. C'est le même scénario. Ce que nous étions en train de dire avec les mouvements djihadistes, c'est pratiquement la même chose. Où des individus sont armés pendant des années et qui font leur loi dans cette partie de la RD Congo. Maintenant, s'il faut y aller avec la force et y instituer un état de siège, donc ce qui va permettre le renforcement des forces de sécurité et de tout ce qu'il faut pour pouvoir venir à bout de ces belligérants, mais tant mieux. Mais il faut attendre aussi pour voir. Parce qu'une fois qu'il a annoncé l'état de siège, l'ennemi ne s'est pas tué. L'ennemi va changer certainement de stratégie. Et quand on parle de l'ennemi, ce n'est pas ceux qui sont à l'interne. Ce n'est pas ceux qui sont à l'intérieur du pays. Le grand ennemi est là quelque part. Et qui va dire, écoutez, nous allons changer de stratégie pour pouvoir contenir les assauts des forces régulières. Bon donc, il faut s'attendre peut-être à quelque chose qui va sembler et traumatiser encore les citoyens, parce que là, ça va être un véritable état, état de guerre. Parce que les gens là, ils sont installés pendant des années, ils sont les maîtres, ils sont les seigneurs. Ils sont les seigneurs de guerre. Warlords. Ils sont des seigneurs de guerre. Là-bas, en Ituri et au Nord Kivu, parce qu'on les entend tout le temps. Comment ils massacrent les populations civiles. Alors, peut-être sûrement que le président Tshisekedi a l'appui, je ne sais pas, d'une autre puissance que celle qu'on connaît, pour pouvoir venir à bout de ces malfrats qui font la loi, de ces hors-la-loi, qui font la loi en Inde Congo. Oui. On attend de voir. Alors, ce que va faire le président Tshisekedi, c'est qu'il a signé 2 ordonnances qui précisent donc les conditions de la mise en œuvre de cet état de siège. Les gouverneurs et les assemblées provinciales continueront de toucher leurs avantages sociaux, mais à compter de demain, 6 mai, oui, c'est demain qui est le 6. Hein. Oui, après-demain. Après-demain. Donc, ils perdent le pouvoir au profit d'un gouverneur militaire et d'un vice-gouverneur issu des rangs de la police. Ouais, jusqu'à ce que l'état d'urgence ou l'état de siège puisse... c'est prévu pour 30 jours, et peut-être c'est renouvelable. Il n'y aura plus de justice civile, c'est une justice militaire. Moi, je réfléchissais, à quoi tout ça rime? Ça va servir à quoi? Vous mettez en place une justice militaire, pourquoi faire? Vous mettez en place des gouverneurs ou gouverneurs, vice-gouverneurs militaires. On constate un laxisme au niveau des autorités civiles. Des autorités civiles. Et on veut dire sur le temps avec les autorités militaires. Ce n'est pas tout à fait la solution. Mais vous savez... au grand mot. Au grand mot, les grands remèdes. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il peut réellement... Mettez-vous à la place du président Tshisekedi. Qui voit son territoire, en lambeaux. Et puis, le territoire... Vous savez combien de groupes armés se trouvent sur le territoire? Territoire? Personne ne pourrait le dire. Moi, en tout cas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Hein. Mais vous savez, un groupe d'experts, vous savez de combien ils parlent? 122 groupes armés. 122 groupes armés. Vous savez ce qui se passe là-bas? Tous les petits pays qui entourent le Grand Congo se permettent de mener des expéditions sur le territoire congolais pour pouvoir exploiter, tuer, massacrer les habitants là-bas et exploiter le sous-sol congolais. C'est ce qui arrive. Le Rwanda, surtout Ouganda, les ADF qui massacrent tout le monde dans l'état de Béni. Ils sont à leur actif, plus de 1000 morts. Hein.
plus de 1000 civils tués. Hein? Les ADF, là, c'est des groupes islamistes ougandais qui viennent fortement armés pour tuer les gens. De Joseph Kony. Joseph Kony, c'est ça? Le territoire congolais est invivable. Les gens peuvent vous faire leur champ et au moment des récoltes, les rebelles, les groupes armés débarquent. C'est eux qui moissonnent. Les récoltes. Des fois, ils laissent les populations moissonner faire le grenier. Et ils viennent faire le grenier. Ramasser les produits. Mais c'est inadmissible. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Donc, le durcissement du temps. Je pense que le président Tshisekedi ne peut que durcir le temps à ce niveau et mettre cette gouvernance d'exception pour voir ce que ça peut donner. Au grand mot, le grand remède. Hein? Ce pays est en proie à tout le monde, à part l'Occident, qui est venu et qui a remis des guitares et des instruments de musique entre les mains de nos compatriotes, en tout cas congolais. Je ne sais pas comment, quand on est du même continent, comment je peux le dire? Les panafricains. Je ne sais pas. Les concitoyens. C'est nos parents. Les concitoyens. C'est nos parents, un Congolais, et qui dansent. Ils ont passé le temps à danser. Ils ont passé tout le temps à danser. Et des fois même à fumer des cigarettes, à briser les tabacs. J'étais tout récemment à Lubumbashi. J'ai quitté, on a pris un Boeing d'Addis à Lubumbashi. Je vous assure, l'avion était plein à craquer, malgré la Covid. Mais nous ne sommes pas plus de 5 noirs dedans. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. La plupart des Belges. Hein. Et vous savez, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Hein. Il y a un vol par jour du côté d'Éthiopiens. Et les autres vols viennent. Mais ça dit 7 vols sur 7 par semaine. C'est comme ça. Ils vont faire quoi là-bas? Ils vont faire quoi? Mais quand vous voyez Lubumbashi, c'est un gros village. Je ne manque pas de respect à nos frères congolais. Mais c'est un gros village. C'est chez Moïse Katumbi. Où il y a la misère un peu partout. La misère est ambiante. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et vous allez voir, vous allez voir les Congolais prier. Il y a beaucoup d'églises, hein, prier pour que Dieu les bénisse là-bas. Comment Dieu peut bénir encore une nation quand vous avez toutes les pierres précieuses chez vous? On vous demande simplement d'exploiter. Est-ce que vous savez que au Congo, je pense, dans quel état? Un peu au nord de Lubumbashi, là. Je crois que ça devait être dans l'Équateur toujours. Hein. Il y a le lac le plus poissonneux au monde. Le lac le plus poissonneux. Mais est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas un petit chalutier des Congolais là-bas pour exploiter le poisson qui se trouve dans leur propre lac? Est-ce que vous savez que les Congolais importent le poisson depuis la Chine et autres pays? Comment vous pouvez imaginer ça? Et nous prions que Dieu nous bénisse. Et il y a des moments où, dans des champs, dans des fermes et autres, des Congolais se lèvent, se réveillent et trouvent des pierres. Des pierres bizarres qui scintillent et autres. Et le blanc qui arrive, il dit, bon, ben, nous allons emmener ça pour analyser. Ils ne reviennent plus jamais. Ah, ça me rappelle nos compatriotes de Aoteux, Poumé, tout ça là ici, au moment où ils exploitent les phosphates ici, et quand les pelles et autres là cognent les diamants, ça scintille, Aniroho, à Goubo, de laisser. Alors, en tout cas, et le blanc met le phosphate dessus, après la nuit, il vient, il enlève les diamants. Est-ce que l'Afrique, mon Dieu. Je vais appeler ça la militarisation un peu de la zone, c'est la solution? Non, mais comme on le disait tout à l'heure, quelle solution vous voulez que... Quelle solution? Parce que je crois que tout a été essayé, on a tout essayé. Ça n'a pas marché. Il faut maintenant militariser cette province-là pour pouvoir... Mais est-ce que ce ne sont pas les populations civiles qui vont encore en pâtir? Oui, naturellement. Comme l'a déjà dit au grand mot, les grands remèdes, parce que, qu'on ne le veuille pas, les populations sont déjà victimes
sont déjà martyrisées. Les populations sont déjà massacrées. Si il faut purger, il faut pour créer finalement un État, des provinces libres, afin que les gens puissent y vivre, il faut le faire. Il faut le faire. Tshisekedi n'a pas de choix. Oui, parce que moi je veux comprendre, hein, mettre un gouverneur militaire, un vice-gouverneur qui est de la population congolaise aura plus confiance quand même en leur militaire. Non, je crois qu'il y a une situation, qu'on soit dans l'Ituri ou dans le Nord Kivu, il y a une situation, les groupes armés qui viennent attaquer là, parfois quand les populations se permettent de les dénoncer, l'armée vient, l'armée fait du ratissage, tue ceux qu'ils vont tuer, et se replient. Et après, ces groupes reviennent se venger. Non, c'est pourquoi d'ailleurs, l'État, c'est qu'il y avait... Ils peuvent quadriller. Il y avait l'absence... On est dans un Congo qui est un État continent. Hein. Dans le nord ou le sud Kivu, nous sommes dans l'est du Congo. C'est que là, c'était à l'époque, là, tout ce qu'on disait, c'était des provinces non-droits, de non-droits. Et il n'y avait pas la présence effective. C'est vrai qu'il y avait des gouverneurs civils, mais qui ne faisaient pas grand-chose. Donc maintenant, c'est une gouvernance déception. Moi, je peux appeler, c'est ça, non? Une gouvernance déception. Déception pour durcir le ton face à ces groupes-là qui ne sèment que la désolation, qui ne font que tuer, qui ne font que massacrer. Mais quelle va être la solution? Quelle solution il faut proposer maintenant devant tout ça? Les gens n'ont que le langage, le seul langage que les groupes-là connaissent, c'est le langage de guerre, des armes. Mais au langage des armes, qu'est-ce que vous voulez? Au langage des armes, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas ce genre de personne à accepter que les armes soient utilisées, mais l'état de siège aujourd'hui, c'est la porte de la voie de sortie. Et je crois que Tshisekedi veut mettre des moyens, veut vraiment mettre des moyens pour, une fois de bon, libérer cette partie de Congo qui est tombée dans les mains de ces rebelles-là pendant des années. On doit considérer que, finalement, le président RD congolais déclare la guerre au groupe... Oui, non, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est une déclaration de guerre. Ça, il faut une présence militaire permanente. Oui. Et cela ne peut se faire qu'à travers des états d'urgence, pas à travers les décisions d'état d'urgence, pour pouvoir bien quadriller, surveiller la zone, prendre des dispositions pour pouvoir faire reculer ces groupes armés-là. Vous savez, c'est des voyous, hein? C'est des bandits à qui on remet des armes. Des drogués, d'aller semer du désordre là-bas. Et en arrière, eux-mêmes, ils profitent pour faire tout ce qu'ils veulent faire comme pillage. Donc, je pense qu'il faut durcir le ton. Vous savez, la population congolaise va avoir plus confiance, hein, en leurs hommes armés, en leur armée régulière qu'à ces rebelles-là. Vous savez que même s'il devait avoir d'exactions au niveau des militaires, ça ne va pas dépasser celle des rebelles. Donc, entre deux mots, il faut choisir le moins. Parce que personne ne peut jurer la main sur le cœur que cette présence militaire ne va pas amener des exactions. Ne va pas faire de mort. Mais ça va être moindre par rapport à ce qu'ils vivent déjà. Et peut-être une libération de la province. Si le milieu là est sécurisé, au moins leurs greniers seront préservés pour un temps. Au moins, ils peuvent aller vaquer à leurs occupations, au moins pour un temps. Et quand les dispositions qui seront prises, qui seront annoncées, si les populations respectent cela, je pense qu'il n'y aura pas d'autres peines, d'autres sanctions que ça. Mais avec les rebelles, ce n'est pas ça. Eux, ils viennent, c'est pour tout piller, c'est pour tout ramasser, c'est pour tuer, c'est pour brûler les maisons, c'est pour détruire tout un village et repartir. C'est pour anéantir tout ce qui est sur le passage. C'est pour enlever des gens, pour aller faire des otages. En même temps, quand on parle de ces groupes armés, c'est pas comme des individus extraordinaires. Hein. Parfois, c'est des gens du milieu qui sont allés se mettre avec ces groupes-là et qui commettent ces genres de situations. Non, des gens du milieu sont allés se mettre... Je sais que, par exemple, les ADF étaient à l'origine des Ougandais qui combattaient Museveni. Oui, bien sûr. Depuis, il n'y a plus un seul coup de feu tiré. Oui. Il n'y a plus un seul coup de feu tiré en direction de l'Ouganda. Ils sont dans cette partie de la RDC et commettent leurs exactions. Ils se considèrent aujourd'hui comme Congolais. Ils sont restés. Ils sont restés.
Ils sont restés, mais c'est vrai que c'est un mélange congolais étranger. Mais ils ont pris des gens par force. Et justement, c'est parce que c'est des groupes, quand on vient par exemple dans un milieu... Des enfants soldats. On regarde ceux qui ont un peu la forme, et puis on les embarque pour aller les former sur le tas, et puis leur remettre des armes. Et ces gens-là... On ne les forme même pas, on leur apprend à tirer seulement. C'est tout. L'essentiel, c'est que comment savoir comment appuyer sur la gâchette, pour que les munitions puissent sortir. Et voilà. Et Samuel, tu vois ce que l'Afrique, ce que notre Afrique, hein, l'imbroglio dans lequel se trouve notre Afrique. Notre Afrique à nous regarder que les parties des territoires sont assiégées. Assiégées par des rebelles, assiégées par des gens sans scrupules, des gens sans foi, et qui sont bien équipés et qui commettent des exactions. Donc jusqu'à quand nous allons rester? Jusqu'à quand l'Afrique va rester dans cet état? Jusqu'à quand on va parler du développement? Vous regardez ces pays, ces parties-là sont des parties riches. On parle de Lumumbashi. Lumumbashi, ce n'est pas une petite province, mais aujourd'hui, quand vous y allez, qu'est-ce qu'on observe? C'est la misère, c'est la pauvreté. Et ces individus-là profitent de tout ça là pour pouvoir s'asseoir et développer une certaine virulence qui devient cette virulence ça, sincèrement, c'est que toutes les populations de la zone ne vivent que la guerre. Et ça pendant jusqu'à quand? Marquons maintenant la grande pause et nous revenons après le journal.